Valérie est le vainqueur du concours Feeling World Labs Abidjan 2021, un concours qui vise à promouvoir l'innovation scientifique, technologique et des idées innovantes. Valérie ira défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire en Allemagne en novembre prochain lors du grand concours Feeling World Labs avec son projet Indidia Industrie qui développe le carburant à base de déchets de manioc. Nous proposons une solution de carburant alternatif à base de déchets liquides de manioc pour pallier à la réduction des émissions de CO2 dans les transports routiers qui émettent près de 3/4 des émissions de CO2 mondiales avec 5,85 gigatonnes annuellement. Et cette solution va régler ce problème-là. Comme Valérie, ce sont au total 16 chercheurs et innovateurs qui ont présenté leur projet lors de la séance du pitch organisée par la Fondation Friedrich Naumann. Ils ont été évalués par des chefs d'entreprise sur 3 critères. Le premier, c'était l'innovation. Le deuxième, c'était la scalabilité, la pertinence. Est-ce que ce projet peut être dupliqué n'importe où dans le monde? Et le troisième critère, c'était la présentation, la façon de présenter, l'éloquence et la clarté de présentation. La Fondation n'est pas un instrument de financement, mais la Fondation Naumann est plus un créateur de réseau. Pour ça, on est ici et pour ça, on aide aussi les jeunes entrepreneurs. Des certificats de participation ont été remis aux différents candidats qui ont pris part à la 5e édition du concours Feeling World Labs. Cette édition 2021 marque la journée de l'innovation et de la recherche. Elle s'est tenue autour du thème « Science, technologie et innovation au service de l'entreprise ». Aider les familles défavorisées à faire face à la rentrée scolaire 2021-2022, une mission que l'association Solidarité et Protection de la Belle Cité SPBC s'est assignée. Mise en place depuis décembre 2019, la SPBC s'est engagée afin d'améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des habitants de cette commune cosmopolite. Pour faciliter l'accès à l'éducation pour tous, des kits scolaires sont remis à 200 enfants issus de familles vulnérables. À la rentrée scolaire, un mois qui est difficile pour les parents. Donc nous avons voulu soutenir les parents en offrant des kits scolaires pour pouvoir faciliter nos tout petits. La population de cette commune n'est pas restée insensible face à ce acte de générosité qui vient soulager les familles impactées par la crise sanitaire. Je promets que je vais bien travailler à l'école. S'ils travaillent bien à l'école, ils pourront se rehausser dans la société. Donc c'est vraiment un message de solidarité envers ses parents, un message vraiment d'encouragement à l'effort à l'école. La journée de remise de kits a été marquée par des prestations d'artistes. Notons que la SPBC est à sa 2e édition de remise de kits, un acte qu'elle entend pérenniser. 10 lits médicalisés, des bidons d'huile, des sacs de riz pour les pensionnaires du centre Saint-Camille de Bondoukou. Les mains chargées, l'ONG La Maison de l'Amour donne du sourire aux pensionnaires du centre Saint-Camille. Un geste pour soulager les malades mentaux de ce centre. On a vu les pensionnaires dormir dans des conditions vraiment très difficiles où ils dormaient à main le sol. Donc ça nous a vraiment écœurés, touchés parce que ce sont des personnes comme nous, des êtres humains comme nous. Donner, c'est toute la vie et c'est aimer aussi son prochain. La responsable du centre Saint-Camille et les autorités administratives encouragent cette initiative de l'ONG La Maison d'Amour. L'ONG Maison de l'Amour s'inscrit dans l'immense collier de perles qui servent à faire vivre les centres Saint-Camille. Merci beaucoup. Saluer la présidente de l'ONG La Maison de l'Amour et toute son équipe pour ce don fait à l'endroit des pensionnaires de ce centre. Que le Seigneur vous bénisse. Comme le dit le slogan de cette ONG, donner du sourire et de l'amour aux personnes défavorisées, la Maison d'Amour a fait des heureux à la prison civile de Bondoukou. 600 repas chauds ont été offerts aux pensionnaires. Ces dons sont d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA, selon les responsables. Le ministre François-Albert Micha et sa délégation ont entamé cette visite par les terrains d'entraînement. Et c'est l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, centre qui a accueilli le COCAN 2023. Le ministre Amicha a pu constater que de nouveaux vestiaires avaient été construits et la tribune rénovée.
À l'INPHB Sud, le planting du gazon est fait sur l'aire de jeu qui attend d'être damé. La tribune et les vestiaires rénovés. Au stade annexe, les vestiaires ont pris forme et les ouvriers préparent le terrain à recevoir les premières semences de gazon. Un hors-d'œuvre après lequel le ministre Amicha s'est rendu dans le stade de compétition, une arène de 20 000 places en phase de finition. Le gros œuvre est achevé, mais beaucoup reste à faire, comme cela a été constaté lors de cette visite. Le studio télé et la salle de conférence ont besoin de quelques réaménagements. Les gradins et la piste d'athlétisme sont achevés. La pelouse laisse encore à désirer, même si elle n'est pas encore totalement prête pour la compétition. Mais l'enceinte majestueuse, dans son ensemble, a besoin de quelques réglages pour être aux normes internationales. Nous avons fait un certain nombre d'observations aux différents responsables de Sogea-Satom, du Bénet qui supervise, et nous espérons que cela sera pris en compte, aussi bien au niveau des flux, aussi bien au niveau de la salle de conférence, aussi bien au niveau des tribunes, qu'aussi bien sur le terrain lui-même. Les structures sanitaires ont été aussi visitées par le président du COCAN 2023. Et c'est l'hôpital catholique Saint-Joseph-Moscati, une structure qui présente un plateau technique intéressant avec ses 3 blocs opératoires, un service de cardiologie et un autre de réanimation. Au CHR de Yamoussoukro, Dr Assier Kofi Justine a fait le point de la situation au président du COCAN. Les réceptifs hôteliers, comme l'hôtel président, les résidences La Croisière, le Royal Suite ou l'hôtel des parlementaires, ont ensuite été visités par la délégation du COCAN. Ces Afghans fuient la misère et la crise humanitaire. Ils tentent de passer au Pakistan, mais beaucoup sont refoulés. Seuls les habitants de la région sont autorisés à franchir la frontière. Chaque jour, 8 000 ou 9 000 personnes essaient de traverser la frontière. Ils n'ont pas de papiers. Ils sont donc éconduits. Ceux qui ont des papiers, environ 7 000 ou 8 000 autres peuvent entrer au Pakistan. La plupart d'entre eux résident près de la frontière. Le régime taliban exhorte donc la population à rester pour rebâtir le pays. Ils ne nous laissent pas passer. Les gens du Nord, les gens de Kunduz ne sont pas autorisés ici. C'est trop dur pour nous. Cela fait 1 semaine que je suis à Kandahar, que je viens ici chaque jour et retourne en ville chaque soir. J'essaie de passer avec mes enfants, mais ils ne veulent pas. Les hôtels coûtent beaucoup trop cher et maintenant, je n'ai plus assez d'argent pour rentrer à la maison. L'économie afghane est en partie paralysée depuis le retour au pouvoir des islamistes. Et un tiers de la population est menacée de famine selon l'ONU. Iris Ferreira est une pionnière. Elle est la première femme ordonnée rabbin en France. Sa particularité, avoir reçu l'autorité rabbinique à Paris quand ses homologues avaient été jusque-là ordonnés à l'étranger. C'est vrai que je me suis pas forcément posé énormément de questions sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes en France qui étaient rabbins. Je savais qu'il y en avait. D'ailleurs, j'étais à Paris, donc quand j'habitais à Paris dans la communauté du rabbin Pauline Beb, qui a été la toute première femme rabbin en France. Donc, dans mon expérience de la vie quotidienne du judaïsme, c'était quelque chose qui était tout à fait possible et envisageable. Après, il est certain que dans des pans plus conservateurs du monde juif, ça peut être plus difficile et plus problématique. Sa décision de devenir rabbin a justement mûri auprès de Pauline Bébé. Elle a longtemps été la seule femme rabbin de France. Alors, je pense que c'était avant tout le fait que j'aimais beaucoup la liturgie, j'aimais beaucoup l'étude des textes, j'avais envie de vivre au plus près de la communauté aussi, j'aimais beaucoup tous les aspects de la vie communautaire juive, etc. Et du coup, le désir d'être rabbin est venu de là, je pense. La jeune femme espère que son ordination ouvrira la voie à d'autres femmes en France. J'ai l'impression que ça s'inscrit dans un mouvement plus global d'un développement du judaïsme donc libéral et de l'accession des femmes au rabbinat. Dans tout un mouvement qui dépasse, on va dire,
une histoire personnelle. Si aux États-Unis, les femmes rabbins se comptent par centaines, elles ne sont que quelques dizaines en Europe.